Bonjour et bienvenue à Radio Bidon. On est au cœur du Tour de France en ce moment. Tour de France qui est présenté par FlowBikes, notre partenaire avec lequel vous pouvez voir évidemment certaines des plus grandes courses de la saison, dont le Tour de France, la Vuelta à Espagnol, les championnats mondiaux, les Coupes du monde de cyclocross et on en passe. Avec nous, justement, l'analyste au Tour de France sur FlowBikes, Audrey Lemieux. Salut Audrey. Salut David. Ça va bien? Ben oui, toi? Ouais, la voix a l'air pas trop fatiguée, ça s'endure. Ben, il y a eu des petits moments quand même intenses, là, surtout quand on a fait la course des filles à 2h du matin, plus l'étape 1 au complet. Je te dirais que j'ai sorti mes petites Fisherman, là, petites pâtisseries Fisherman. Gros journée au bureau. Ouais. Charles Stigui, salut. Salut. Charles, comment ça va ton tour? Mon tour, ça va bien. Je suis enthousiasmé par mon tour. Ouais, vraiment, hein? Complètement. Je pense que tout le monde l'est, là. Tu sais, les cartes ont entièrement été rebrassées, puis on n'est vraiment pas dans un tour comme celui auquel on s'attendait. À part peut-être une chose, là, toi et moi, on avait parié sur le même joueur, là, Tadej Pogačar, puis j'avais dit ça va être facile en plus. Fait que Nostrada Dave ici, c'est une blague, là, ça prenait vraiment pas beaucoup de, je dirais, d'insight pour essayer de deviner que ça allait être comme ça. Mais bon, on se doutait pas que ses rivaux tomberaient comme des mouches, comme ça a été le cas. Si vous voulez, on revient en arrière, on s'en va voir les 4 premières étapes, les étapes bretonnes du Tour de France, là où il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. D'abord, une victoire de Julien Alaphilippe, impériale. Rien à dire. Lâche tout le monde dans la dernière montée de façon impeccable. Là. C'était surprenant. On s'attendait à le voir là. Il était là. On s'attendait aussi à voir Mathieu Van Der Poel. On l'a vu le lendemain. Plus fort que jamais. Une victoire pour son grand-père, pour Poupou, Raymond Poulidor. Qu'est-ce que vous avez pensé du maillot spécial de son équipe pour la première étape? Moi, j'ai assez aimé ça, là, le maillot old school. Là. Je ne sais pas si vous avez aimé ça, là, mais... Ben, si tu poses la question d'un point de vue esthétique, de mon côté, pas tellement, mais c'est un super clin d'œil. Puis, tu sais, de la même façon qu'Alaphilippe avait la pancarte, à la première étape, en portant ce maillot-là, c'était une pancarte littérale sur Van Der Poel. Il allait faire ce que son grand-père n'avait pas été capable de faire. C'est-à-dire porter le maillot jaune, ouais. Voilà. Ça fait que un coup d'œil sympathique, mettons, une idée sympathique. Ouais, moi je l'ai trouvé beau. Moi j'ai bien aimé parce que surtout la photo, quand on voit vraiment superposer son grand-père, Mathieu Van Der Poel, même en train de boire un petit quelque chose. Tu sais, ça nous ramenait exactement là. L'image était forte. En plus, avec le maillot, le fait qu'il l'ait mis pour la première étape, je trouvais ça super. Puis tu sais, on s'entend que tout ça, là, le Tour de France, là, c'est juste du positif dans le sens que ça amène tellement du monde à regarder. Puis on en reparlera, là, mais aussi quand la victoire d'étape de Mathieu Van Der Poel, quand il a remporté ça, là, c'est fou, là, le record, je pense, de gens qui étaient au rendez-vous pour voir cette victoire-là. Ben, ça amène ça aussi, ça amène un engouement pour le vélo, ça nous ramène dans l'histoire, c'est vraiment bien. Question marketing, c'était pas mal réussi dans le genre. Oui. Justement, Mathieu Van Der Poel sur le mur de Bretagne s'impose de manière magistrale, lui aussi. Donc, on a pas des grandes surprises, mais on a des épreuves quand même assez exaltantes, et en particulier, et peut-être un peu plus dramatique, la troisième, là, vers Pontivy, où Van Der Poel va travailler pour Tim Merlier, pour son coéquipier, pour la victoire, mais c'est pas ça la nouvelle du jour. La nouvelle du jour, c'est les crashs, donc les chutes à répétition. Et peut-être aussi là, le fait que où on va perdre plusieurs très gros joueurs. Geraint Thomas tombe très tôt dans l'étape. Primož Roglič un peu plus tard. Jack Haig tombe et ne se relèvera pas, abandonne le tour. Donc, on a des abandons, on a du monde qui s'en va à la maison avec l'air de momie. Et on se pose la question sur le design d'une étape comme celle-là, c'est-à-dire où il y a une longue descente dans des rues extrêmement étroites, où on roule à 70 km/h avec des virages dans du mobilier urbain avant d'arriver au sprint. Sprint où il y a, encore une fois,
une chute, mais là, bon, c'est la faute à personne, je pense, sinon à Caleb Ewan lui-même, en tout cas de ce que j'ai vu, là, qui a l'air d'avoir touché la roue avant là, de celui qui était devant lui, puis de s'être planté à ce moment-là. Ceci étant dit, est-ce que moi, ma théorie, c'est que les parcours, les routes françaises, elles sont faites pour des tacos, puis que finalement, là, on a des Formule 1, là, tu sais, donc avec des parcours qui font aussi qu'on sait que ça va arriver au sprint, qu'il va probablement avoir une échappée qu'on va essayer de reprendre. Donc, toutes des conditions pour qu'il arrive des malheurs, entre guillemets, comme dirait ma grand-mère. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, est-ce que c'est comme ça le tour, puis on le garde de même, puis tant pis, puis le monde tombera, ou si c'est aux organisateurs de changer leur manière de faire? Veux-tu commencer, Charles? Oui, ben, tu sais, j'ai toujours tendance à me fier aux commentaires des coureurs. J'ai toujours une première impression. Cette fois-là, c'était coup sur coup. C'était vraiment, voyons, une autre chute, encore une autre. Il y a eu des malchances, puis il y a eu des trucs qui étaient des chutes par design, je dirais, là. Les coureurs s'en sont plaints, puis pas des coureurs qui sont nécessairement reconnus pour être peureux à l'avant, qui finissent par dire ça n'a pas de sens ce qui se passe en ce moment. Ils n'ont pas nécessairement la solution. Est-ce que c'est de faire des finishes dans des petites, inverser les faux plats descendants pour des faux plats montants? On sait en même temps qu'il y a des impératifs d'arriver dans certains endroits d'un point de vue commanditaire. Ouais. Mais, tu sais, on peut pas continuer. C'est parce que là, c'est le concours au plus courageux. À mon avis, une course cycliste, ça devrait pas être un concours de courage, pour paraphraser Richard Desjardins. Mais là, j'ai l'impression que dans certaines occasions, c'est ce qu'on a. Donc, modification nécessaire. Tu sais, l'an dernier, ou en 2019, 2020, je sais plus, on a vu des choses assez dramatiques là, au Tour de Pologne, dans un faux plat descendant au sprint. Tu sais, ce qui est arrivé à voyons, son nom m'échappe. Non, de Quick-Step qui est parti dans le décor puis qui a passé un an sur le carreau. Là. Jacobsen, merci. L'étape suivante, c'est qu'il en soit mort sur place. Là. Ça fait que, je veux dire, on peut pas attendre que ça arrive avant de faire des modifications. Je sais pas ce que tu en penses, Audrey. Ben, c'est sûr que, je veux dire, la Bretagne, bon, faut isoler la variante. La Bretagne, déjà, c'est super technique, c'est super difficile, les routes sont étroites, il n'y a pas de marge de manœuvre sur les côtés de route, c'est directement dans la pelouse, puis directement dans le décor. Ça, c'est une chose. C'est sûr que les parcours, ça va toujours rester, surtout en début du Tour de France. Donc, la Bretagne, si tu l'isoles, tu la mets quelque part dans le Tour de France, pas au début. Déjà ça, tu diminues les chances de chute. À cause du facteur de nervosité qu'il y a au début du Tour. Beaucoup. C'est ça. Puis là aussi, je pense, une belle solution, c'est que, regarde, on était 184, les coureurs étaient 184 la première étape, à potentiellement rêver, je peux aller chercher le jaune. Fait que ça donne encore plus de tension puis de nervosité dans le peloton. Tandis que, tu sais, par exemple, dans le passé, il y avait un contre-la-montre par équipe où il y avait un prologue. Donc là, déjà, il va y avoir des coureurs qui vont perdre du temps énormément, seront plus des prétendants pour aller chercher le jaune, parce que le jaune, je pense que les coureurs sont prêts à prendre plus de risques, mais comme tu l'as dit, j'accuse personne non plus, tu sais, je veux dire, c'est pas supposé être une course au courage, tout ça. Donc moi, ça, je pense qu'on diminuerait déjà le bassin de coureurs qui vont se battre pour aller chercher le jaune. Donc ça, c'est une des choses. Bon, là, il y a toutes sortes de débats aussi, là, et je pense que les discussions, même dans les organisateurs, au sein de l'organisation, puis même au sein du vélo, tu sais, comme là, on a eu Marc Madio qui parlait encore les oreillettes, tout ça, mais tu sais, regarde, je veux pas rentrer trop dans les débats, mais je pense que ça, déjà, on diminuerait le bassin de coureurs qui peuvent remporter. Puis aussi, tu sais, je me souviens même, il y a 10 ans, quand je courais en France, les organisateurs de courses, c'est qu'en France, ils en mettent partout des dos down, ils en mettent partout du mobilier urbain, c'est rendu fou, là, tu sais, puis c'est quasiment une réalité que dans chacune des villes, tu sais, les organisateurs disent on pourra plus en faire à un moment donné parce que c'est tout le temps comme ça, des dos down. Tu sais, Geraint Thomas, il est tombé à cause d'un dos down, c'est sûr que, je veux dire, il y a peut-être un peu d'inattention, là, mais bref.
Donc, moi, je verrais ça... c'est sûr, la Bretagne, je pense que ça a été beaucoup critiqué. Je suis d'accord. Parce que, tu sais, le Tour de Pologne, c'était une descente faux plat à 2% d'inclinaison. Puis l'étape de la troisième étape, c'était 1,2% d'inclinaison, la descente. Tu sais, je veux dire, ça s'apparente quand même à ça, là. C'est quand même assez dangereux. Bon, tu sais, il y a comme je racontais, je parlais de sécurité avec Hugo Hull dans l'épisode précédent qu'on a diffusé. Tu sais, je disais, il y a comme une mythologie du vélo là où il faut que ça soit dangereux. Là, tu sais, ça a commencé, il descendait les Pyrénées, tu sais, à partir de 1913 avec des bicycles à pédales tout croche, pas de vitesse, à peu près pas de frein. Tu sais, fait que il y a quelque chose d'un peu, je pense, qui est comme ancré dans la mythologie du vélo où plus c'est dangereux, plus ça n'a pas d'allure, mieux c'est. C'est encore peut-être plus vrai sur le Giro où là, on fait toujours des trucs monstrueux, puis on vous envoie dans des montagnes enneigées à chaque fois. Ceci étant dit, on reparlera des étapes alpestres des derniers jours après, puis ben c'était pas drôle non plus. On a quitté la Bretagne avec, j'ai envie de dire, une surprise agréable pour beaucoup de gens. C'est une victoire de Mark Cavendish, qui n'était pas censé faire partie de l'équipe de Deceuninck Quick-Step pour le Tour. On le sait, Bennett s'est retiré et c'est Cavendish qui l'a remplacé. Cavendish, dont d'aucuns croyaient qu'il était fini. Moi, j'étais convaincu que la carrière de Mark Cavendish était terminée, qu'il n'allait plus jamais remporter une étape sur un grand tour, que c'était fini. Et là, il nous arrive, peut-être pas avec le plus gros bassin de compétiteurs en matière de sprinteurs, on en convient, mais quand même, une victoire d'étape là qui va sûrement lui redonner confiance. Est-ce que Cavendish gagne un peu par défaut au Tour en ce moment parce qu'il manque de profondeur chez les sprinteurs, vous pensez? Non. Puis ça vient de quelqu'un qui est vraiment pas un fan de Cavendish. Je suis en train de le devenir, en fait, là. Tu sais, ça reste le Tour de France. Toutes les équipes peuvent envoyer tous les sprinteurs qu'ils veulent. C'est la course la plus importante de l'année. Le sprinteur qu'on attendait, c'est Caleb Ewan. Il s'est enfargé dans ses lacets de bottines. Il est tombé. Il a amené sa gaine avec lui. C'est pas la faute à Cavendish. Il est là. Il est placé. Il pousse 200 km pour rester avec les autres et être capable de sprinter à la fin. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire qu'il gagne par défaut. Okay. Si on prend les 10 meilleurs sprinteurs, qu'on les fait courir sur une piste de course automobile, puis on vérifie celui qui est capable de pousser le plus de watts, probablement qu'il ne gagnera pas. Cela dit, il vient de gagner 2 étapes du Tour de France. Je vais prendre pour une fois dans sa vie et dans la mienne sa défense. C'est pas des victoires par défaut. C'est mérité. Puis tu sais, le peloton en entier lui a donné une tape dans le dos pour lui dire « Wow! » Les autres sprinteurs avaient des frissons là, de le voir aller. C'était il y a l'air fantastique. de se passer quelque chose du côté de Deceuninck Quick-Step. Là, on a vu Alaphilippe qui menait le peloton, menait le train de la Deceuninck pour Cavendish. On voit là, que tout le monde pleurait dans l'équipe quand il a gagné. Il se passe quelque chose de spécial. T'as-tu cette impression-là, Audrey, aussi? Ben oui, mais tu sais, je veux dire, regarde, faut vraiment y aller depuis le début de la saison. Mark Cavendish gagne 4 étapes au Tour de Turquie sur 8. Tu te dis, bon, là, il n'y a pas vraiment les meilleurs sprinteurs au monde. Ah, OK, il recommence à gagner, goûte à la victoire, ça lui donne la confiance. T'es en début de saison, tu te dis, bah, tu sais, c'est correct. Là, t'arrives, t'es au Tour de Belgique, tous les meilleurs sprinteurs étaient là. Puis c'est une course aussi de préparation en vue du Tour de France pour tous les trains qui se préparent. Tu sais, t'avais du Caleb Ewan, t'avais la Alpecin Phoenix avec Philipsen, t'avais name it, là, je pense, je suis plus certaine si Arnaud Desmar était là. En tout cas, je ne vais pas vous envoyer sur des fausses pistes, mais en tout cas, on s'entend pour dire que Caleb Ewan était pas mal le sprinter à regarder. Il l'a battu avant le Tour de France. Donc, c'est pas un hasard. On voit qu'il a retrouvé sa pointe de vitesse. Là, tu te dis, OK, là, ça commence à être du sérieux. Là, tu arrives au Tour de France, ils ont mis en place leur train. Il y a Morkov, lui, comme poisson pilote. On sait très bien que quand t'es... En tout cas, c'est de ses propres aveux à lui. Quand tu travailles avec Morkov,
t'augmentes drastiquement tes chances, t'augmentes considérablement tes chances de gagner. Moi, j'étais convaincu que quand j'ai vu la victoire au Tour de Belgique, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont en chercher une au Tour de France. Ça, c'est sûr. Là, en plus, tu sais, bon, vous l'avez dit, Caleb Ewan n'est plus là. Hier, t'as 2 autres solides sprinteurs qui ont fini hors délai, qui sont plus là. Ouais. Tim Merlier puis Arnaud Desmar. Donc là, ça t'en fait encore. Puis je pense, moi, je voyais ces 2-là qui auraient pu venir, en tout cas, en chercher une victoire. Là, t'enlèves ces 2-là. Caleb Ewan n'est plus là. Cavendish, là, on est quasiment en route pour aller égaler le record. Ouais. Ça commence En à être effet. pas mal sérieux. Là. C'est vrai, va falloir- parce que tu as 2 étapes d'égaler le record de victoire sur le Tour de Eddy Merckx. Ouais. Il va falloir qu'ils se rendent à destination, ce qui a été complexe hier. Ouais, ça aussi. Puis ce qui me fait penser aussi que le maillot vert, je vais y aller d'une savoureuse prédiction, là. Le maillot vert du Tour 2021, mark my words, ça va être Sonny Colbrelli. Ouais. Il est en train... Avec l'étape qu'il a faite hier, je veux dire, il est en train de faire un Sagan de lui-même, pas un pur sprinter, mais Ouais. capable de passer les bosses. J'ai l'impression que les espoirs de points pour Cavendish, pour la suite des choses, ça va être sur des finishes et non plus sur des sprints intermédiaires, comme il a réussi à aller chercher cette semaine. Watch out Colbrelli. Ouais, dans le cas de Dimanche Vertignes, là, c'était aussi d'être un dur à cuire, là, parce que ça prenait... c'était pas juste d'être fort des jambes, là, puis oui, d'aller chercher la bonne échappée, mais c'était de survivre jusqu'à la fin, puis ça a été... ça a eu l'air... difficile, c'est pas le mot, là. Ça a eu l'air... là. Il y en a pour qui c'était presque tragique, là. On les Mais voyait non. aller... On a vu Alaphilippe se changer presque au complet sur le bord du chemin, mais on y reviendra. Ouais. Mais Ouais. pas juste pour te dire une chose, par contre. Il était largué au début, Cavendish, puis ça, il y avait 3 coéquipiers avec lui. Ils l'ont jamais laissé, puis je pense que tout le long du Tour de France, ils vont s'assurer de faire ça parce Ouais. qu'ils savent qu'eux autres, c'est des victoires pas mal. En tout cas, leur chance de victoire avec Cavendish sur les étapes de plat, fait que ça va toujours être comme ça. Je pense qu'il va toujours avoir un Declercq, un Morkov, même Dries de Venin, c'est resté avec lui. Fait qu'en tout cas, ça aussi, puis c'était un beau travail d'équipe. Tu sais, c'est souvent on dit travail d'équipe au devant de la course pour chercher la victoire, mais ça, c'est un travail d'équipe à l'arrière qui se fait, puis c'est considérable à la fin du Tour de France. Ouais, Puis regarde, il j'aurais va aimé être ça là être demain sur là, la 10e étape. Fait voir que, ça, ce bout-là, là. Tu sais, là, les deux connects avec Cavendish qui sont en train de dire, OK, là, Marc, donne-y, là, parce que là, on n'arrivera pas, là, puis de le voir souffrir, là, c'était presque une course aussi intéressante que celle qui se passait en avant, je pense. Donc, on quitte Fougères et la Bretagne avec sur cette victoire de Mark Cavendish, qui est on va dire, une première surprise du Tour. Pour une autre surprise qui n'est pas une surprise, un contre-la-montre où là, on attend plein de gens. On sait que ça va être la première véritable explication pour les prétendants au classement général. C'est un assez long contre-la-montre. Et là, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas vraiment là, pour la victoire d'étape qui est là, même si on sait qu'il est fort au contre-la-montre, mais pas quand c'est plutôt plat comme c'est le cas, et c'est Tadej Pogačar. On a vu pas mal de monde faire comme parce qu'évidemment, c'est le sport national du cyclisme, c'est de douter de chaque performance spectaculaire. Ceci étant dit, ça a comme été le premier clou dans le cercueil pour ses rivaux de ce côté-là. Et moi, j'avoue, j'étais pas mal surpris de le voir. T'sais, à la planche des Belles-Filles, c'était comme l'année dernière, quand il a reviré le tour à l'envers, puis il est venu prendre du temps à Primož Roglič et gagner le tour. On se disait, bon, ben c'était une grimpe, tu sais, puis c'était un bon grimpeur. Là, y a-t-il quelque chose qui est pas capable de faire parfaitement, Tadej Pogačar? Tu sais, c'est la question qu'on se pose en ce moment. Moi, j'étais surpris de le voir, là. Ben, moi, j'étais pas tant surpris. C'est la marque des vainqueurs de Grand Tour, spécialement du Tour de France, d'être capable d'exceller, ce qui est bel et bien le cas ici dans toutes les sphères. On le voit dans des efforts individuels, oui, en ascension, de façon très évidente, mais même sur le plat, il est jamais décalé. Bon, de là à gagner, de battre Stefan Kung,
sur le plat, c'est une autre paire de manches, mais je mentirais de dire que je suis tombé des nues là, de le voir tout en haut du classement. Ce qui m'a étonné un peu plus, ça a été de voir Vingegaard et Wout van Aert devant Roglic, par exemple. Ça laissait déjà entrevoir que l'avenir n'était pas très jaune pour Roglic. Pour Primož. Ben, moi, ce qui concerne Tadej Pogačar, si j'ai vraiment tout décortiqué les résultats de la saison qui menait jusqu'au contre-la-montre du Tour de France. Puis, quand je regardais ça, tu sais, t'as eu Roglic qui avait mis 28 secondes au Tour des Pays Basques. À Tirreno Adriatico, il était, là, je suis sûr, j'ai pas le chrono exact, là, mais il était quand même plusieurs secondes là, derrière Wout van Aert. Et je me disais, tu sais, il perdra pas de temps sur les favoris, mais de là à vraiment être top du top, comme ça, tu sais, puis faire le meilleur temps. Mais en même temps, je sais qu'un gars comme Pogačar, quand c'est le temps, tu sais, un athlète qui performe quand c'est le temps au bon moment, tu sais, son pic de forme, on s'entend qu'il est bien senti, là. Ça, pour ça me surprenait pas, parce que je sais qu'il avait toute sa préparation parfaitement pour arriver à ce moment-là. Puis même, il disait... Ah oui, puis aussi, mon autre variante, mon autre donne, c'était qu'il a fini 3e aux nationaux de la Slovénie juste avant le Tour de France. Ça, c'est le week-end avant de commencer le Tour de France. Derrière Traknik puis Polanc. Fait que, tu sais, habituellement, tu dis il aurait été censé gagner. Fait que je me disais, ben, OK, il time vraiment son pic de forme, etc. Lui, ce qu'il disait, c'est que pour expliquer ça, parce qu'il n'a pas dominé les chronos, hein, puis même lui, il disait, tout au long de la saison, il dit, je me sentais pas bien sur les chronos, puis il dit, à une semaine du Tour, c'est là que j'ai commencé à avoir des bonnes sensations, puis il avait modifié sa position comparativement à l'année passée, il était plus aéro, mais il était moins capable de pousser de watts, donc là, il a remis graduellement sa position comme elle était avant, puis boum, au bon moment, ça a fonctionné. Puis il dit, quand il a fait la reconnaissance du parcours, ça c'était le mardi, avant le chrono, il dit, j'étais vraiment, je le savais, là, il était confiant. Fait que tu sais, c'est toutes ces petites données-là, mais je l'attendais, oui, mais peut-être pas justement à battre un spécialiste comme Stefan Küng, qui lui visait ça, là, aussi, tu sais, je veux dire, c'était son étape, puis on l'a vu dans son visage, hein, quand il s'est fait détrôner, là, c'était la solide déception, là. Fait que, mais c'est sûr, là, puis... Il était dégoûté. Ouais, il était dégoûté. Parce que, tu sais, Pogačar va tout rafler, là. Fait que, en tout cas, il est parti pour ça. J'aimerais ça être pas en forme comme Tadej Pogačar quand ça va pas bien sur le TT. 6e étape, on avait un autre sprint remporté par Cavendish à Châteauroux. Je passe rapidement parce que je veux qu'on parle des Alpes, de ce qui s'est passé par la suite. Où là, il s'est passé toutes sortes de choses. La première, peut-être dont on pourrait parler, c'est la manière dont Bahrain Victorious est en train de pas trop faire rire d'eux autres avec leur nom, en remportant deux étapes. Donc, Mohoric à la 7e, à Le Creusot, et Dylan Teuns. Dylan Teuns de façon magistrale, impériale. On l'a vu avec Mike Woods partir, être là longtemps, revenir en fait sur Mike Woods, puis finalement le laisser derrière lui, puis il a fait ça de manière vraiment superbe. Et puis, ben, il y avait hier la journée vers Tignes, donc remportée par Ben O'Connor. Après, on parlera du classement général après, là, mais remportée par Ben O'Connor après une bataille contre la mafia colombienne, là, Sergio Higuita et puis Nairo Quintana qui avait l'air de s'être ligués contre lui, qu'on voyait régulièrement conspirer ensemble, puis après ça, laisser O'Connor travailler tout seul. Et finalement, après ça fait dropper, être revenu, etc., O'Connor a fini par partir tout seul, faire un très bel exploit. On va le dire, dans une journée, les 2 dernières journées ont été particulièrement éprouvantes. Hier, dans les Alpes, il faisait entre 9 et 5, genre, puis tombait des torrents d'eau, là. Ça avait l'air complètement dégueulasse, là.
On en faisait mention il y a une seconde. Certains Alaphilippe, Kwiatkowski se sont arrêtés au sommet pour s'habiller intégralement. Faire Kwiatkowski, on l'a vu à l'image, entertainer la foule un peu. Peut-être pour se réchauffer en même temps qu'essayer de réchauffer la foule, là, mais non, c'est Alaphilippe en milieu de course, pas en milieu de course, mais peut-être à 30 km de l'arrivée. Ma mémoire fait peut-être défaut, là, mais s'arrête sur le bord du chemin, change de vêtements complètement. On a vu Nairo Quintana enlever son maillot puis mettre tout simplement un GABA, là, un maillot donc en néoprène à manches courtes, là, direct sur sa peau. Donc tout le monde se cherchait. Il y avait juste Marc Hirschi qui a fait la course avec juste une veste. En cours. Ouais, en cours, en badass. L'histoire de cette fin de semaine de montagne-là, c'est bien sûr Tadej Pogačar. J'aimerais ça, Audrey, que tu nous la racontes. Comment Tadej Pogačar s'est imposé en fin de semaine? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a mis sa marque sur ce tour-là après l'avoir fait au contre-la-montre pour dire à moins que je me plante, c'est fini. Ouais, ben, commençons par l'étape 8 du samedi. Je veux dire, t'as Michael Woods. À un certain moment, moi, à 35 km de l'arrivée, il est parti. Je dis, OK, c'est peut-être tôt, mais en même temps, je me dis, c'est un des meilleurs grimpeurs au monde, là, Michael Woods, je pense qu'il se rend. Là. Puis Dylan Teuns, il est parti au col de Rome, OK? Dylan Teuns, on le voyait plus. Il était même plus dans le groupe de poursuivants à ce moment-là. À un moment donné, il est sorti du brouillard, puis boum, il revient. Mais là, t'as Pogačar, OK, à 35 km de l'arrivée, qui est à peu près à 5 minutes 30 de Michael Woods. Puis là, quelque chose que je trouve qui est vraiment bon, puis qu'on a vu déjà à Tirreno Adriatico, c'est le travail de Davide Formolo. Davide Formolo qui a mis un solide tempo. Il a mis à mal tout le monde dans le groupe de maillot jaune. Ben, maillot jaune, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le maillot jaune de Pogačar, mais dans le groupe de Pogačar. Là, ça fait en sorte que tout le monde est mis à mal. Tout le monde a la misère juste à suivre. T'as Pogačar et la bouche fermée derrière Formolo, qui est là, tout. Ça a l'air facile au bout. Mais son attaque, puis bon, une des choses qu'on voit pas d'habitude, c'est que quand on a une course que les favoris vont essayer de s'attaquer, il y a toujours de l'attentisme. C'est long, on attend. Tu sais, habituellement, là, dans le passé, ça aurait contrôlé, oui, il y aurait eu du gros tempo. Puis aux 2 derniers kilomètres du dernier col, je parle pas du col de Rome, il y avait le col de la Colombia aussi, là, t'aurais peut-être vu 2-3 attaques. Pogačar part au col de Rome, il reste encore tout le col de Colombia à monter, c'est un effort de 50 minutes total. Personne, tu sais, Carapaz, je pense que il s'est dit, oups, j'ai fait l'erreur d'essayer de le suivre, là, parce que c'est le seul qui a répondu à l'attaque. Là, c'est comme tu le sais, là, Pogačar, c'est une coche au-dessus. Mais là, c'était monstrueux, là. Il part, il est sur la plaque dans les cols. Oui. Puis là, il a repris quelque chose comme un écart de quoi? 8 minutes, genre, sur... Ben, c'était 5 minutes 30, je pense, sur Michael Woods quand il est parti. Fait que, tu sais, ça, moi, la dernière fois qu'on a vu un coureur du classement général reprendre autant de temps que ça sur une échappée, c'était Lance Armstrong. Je pense que c'était une affaire comme ça, là, 5-6 minutes. On dit c'est Voldemort, Audrey. On n'a pas le droit de prononcer son nom. Ben, excuse-moi, là, c'est les seuls... c'est parce qu'il faut comparer les performances qu'on a dans le passé. Puis ça, c'était en 2001. On l'appelle Voldemort. OK. Puis... lui, il l'a rattrapé, OK? Il a repris 5 à 6 minutes sur la personne en échappée. Là, t'as Pogačar. Tu sais, je veux dire, Michael Woods, là, il en a gagné, là, des étapes, là. Il est capable de se rendre au bout, là, puis il grimpe, là, tu sais. C'est pas, quelqu'un qui passe pas les bosses, là. Fait qu'en tout cas, bref. Fait que Pogačar revient. Mais la différence entre la performance, du Voldemort d'Armstrong... En 2001, c'est qu'Armstrong lui avait mis 2 minutes sur les favoris au général à ce moment-là. Mais Pogačar, là, c'est une affaire de plus de 4 minutes là, sur pas mal tous les favoris qu'il a mis là, sur cette étape-là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est magistral. Là. Puis d'autant, tu sais, le temps qu'il a mis pour reprendre Woods, c'est une chose. Woods était à découvert depuis un moment, mais si on le compare avec Carapaz, qui est
qui est en théorie dans une forme égale, n'a pas chuté, a été dans le peloton toute la journée. Là, on devrait avoir un comparatif. Ils ont pesé sur le piton reset en même temps, les deux, mais même Carapaz grimacé. D'ailleurs, au concours de grimaces, là, je vais le dire, c'est Formolo qui gagne. Mais Carapaz a quand même grimacé un moment en essayant de s'accrocher avec Pogačar. Puis il n'y a pas le choix, en fait. Faut que tu peux pas juste baisser les bras, sinon il va passer le reste de sa vie à se le faire dire. Hier dimanche, il a essayé quelque chose, puis finalement, malgré lui, il a servi de rampe de lancement à Pogačar. Exact. C'est fait contre-attaquer tout de suite. Puis là, c'est ça, il est comme pas fait la même erreur que la veille. La veille, il a juste réussi à rester 200 mètres, 200-300 mètres dans la roue de Pogačar. Là, il a vu Pogačar partir et j'ai dit, je pense que je vais regarder mon rythme. Là. Parlons-en de cette 9e étape vers Tignes où c'était un peu partie remise, un peu beaucoup partie remise, parce qu'on se souviendra que la dernière fois où le Tour est allé, l'étape a été écourtée à cause de glissements de terrain et de météo absolument catastrophique. On a eu toute la météo catastrophique à l'exception du glissement de terrain hier. Je pense qu'il y en a plusieurs qui priaient pour que ça arrive. Écoute, moi, ça faisait, autour là, du monde avoir aussi froid que ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, dans le sens où au Giro, on est habitué, il fait souvent froid, on arrive dans les Dolomites, régulièrement, il y a de la neige, mais là, ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment pénible. On en a beaucoup parlé. Puis l'histoire, c'est encore une fois Pogačar. Puis on peut dire aussi un peu l'autre tentative assez crève-cœur de Michael Woods là, qui s'est essayé, mais qui pédalait carré à la fin, là, comme la veille où finalement là, ça s'est révélé peut-être une plus grosse bouchée que ce qu'il était capable d'avaler. Là. Exact. Puis tu sais, c'est il y a aussi la capacité à encaisser. Les étapes 7, 8, 9, c'est 12 000 mètres d'ascension au total. Ça commence à être une pas pire semaine au bureau. Là. Météo épouvantable. Et puis Pogačar qui avait joué dans la tête à tout le monde. Le départ de Roglič, probablement qu'il serait, il aurait été capable de continuer, mais à un moment donné, c'est un peu peine perdue, puis de se faire rajouter du temps une autre fois. Puis d'encaisser la température, puis le 12 000 mètres de dénivelé. Les descentes dans des conditions vraiment pénibles, difficiles, stressantes. Ça fait que c'est ça. Je veux dire, ça devient une game entre les oreilles. Mais c'est ça. Ça prend aussi, tu sais, on le dit, on le répète ad nauseam, le cyclisme, c'est un sport d'émotion. Il y a les explosions de Cavendish qui gagne, où le peloton est heureux en entier. Il y a l'arrivée à Tignes, où tout le monde a le goût de dire, bon, là, est-ce qu'on remballe, puis on va aller faire autre chose? Ouais, c'est plate, ce jeu, là. Ouais, c'est ça, mot du jeu plate, je joue plus. Ça fait partie du mythe, là. Des fois, avec ses mauvais côtés, tu en faisais mention tantôt, il faut que le cyclisme soit... C'est un sport d'homme viril, il faut que ça fasse mal, puis il faut que ce soit épeurant, là, ce qui est, peut-être le côté sombre de la chose, mais c'est ça. En fait, c'est un tour classique, classique au sens où on aime l'entendre, classique positif, mettons. Ouais, vraiment excitant, par exemple. Et dans le cas de Michael Woods, quand il était en avant, en échappée solitaire, la 8e étape le samedi, il a fait beaucoup de points pour le classement de la montagne. Puis hier, il est allé encore inscrire des points au tableau. Fait que là, il est 2e en arrière de Quintana. Puis hier, le petit communiqué de sa formation Israel Startup Nation disait que ça commençait à devenir un objectif pas mal sérieux pour lui, dans le sens que peut-être aller chercher ça, il l'avait eu un peu par défaut là, au Tour de Suisse. En fait, il avait remporté le classement du meilleur grimpeur. Ça, c'était avant le Tour de France. Donc, il y a ça, mais j'aimerais ça voir un Michael Woods aussi qui vise surtout la victoire d'étape. Parce que, tu sais, hier, comme un Quintana, écoute, c'était des efforts... Au maximum, un effort maximal à chacun des cols, au sommet de chacun des cols, pour aller chercher des points. Là, on s'entend que là, faut que à un moment donné, que tu décides, je vais chercher les points ou je vais aller viser la victoire d'étape. Donc, ça va être à voir pour Michael Woods. Vraiment, est-ce qu'il va
mettre le plus d'efforts. Mais en tout cas, c'est peut-être une belle possibilité aussi pour lui, là, le maillot à poids. Puis je pense qu'avec son équipe, puis de la façon qu'ils ont contrôlé aussi hier, en début d'étape, la formation du Startup Nation, ça peut donner aussi une idée là, pour Woods, peut-être aller sur le podium. Il y a un double Ventoux qui s'en vient avec beaucoup de points à la clé. En même temps, Oui. est-ce que Woods préfère une victoire d'étape ou le maillot à poids? Ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut choisir où mettre les énergies. Ouais. Si on prend, transposons la même discussion sur Ben O'Connor avec ce qu'il a fait hier. Sa victoire d'étape va le porter, il va l'avoir tatoué sur le cœur, même si son classement de grimpeur est intéressant. Lui, son tour est fait. Mon feeling, c'est que Woods va vouloir aller chercher une victoire d'étape, ce qu'il avait dit au début avant le tour. Ben bon, à suivre, effectivement. Peut-être que the next best thing, c'est le maillot à poids pour Woods. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, peut-être, et on peut terminer là-dessus, c'est l'immense rebrassage du classement général auquel on a assisté dans les 2 derniers jours, puis en particulier hier, où on a vu des groupes, puis c'était le cas avant-hier, c'était le cas hier, donc un peloton complètement effiloché dans les pentes, avec des groupes un peu partout. On a vu Guillaume Martin qui était pas mal loin, qui est rendu 9e au classement général. Un Ben O'Connor qui est sur le podium. Donc, il y a... savez-vous c'est qui le numéro 3 au classement général en ce moment? Rigoberto Urán. Oui, monsieur, c'est Rigoberto Urán qu'il ne faut jamais déclarer vaincu. C'est vraiment... alors, pendant que ses compatriotes se battaient puis jouaient des games contre Ben O'Connor, ce bon Rigaud, lui, est monté avec assurance, puis est allé se placer 3e au classement général. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas, là, mais il se passe des choses vraiment intéressantes ou des noms qu'on attend vraiment pas. Le Vingegaard, je pense qu'il est 4e ou 5e. 4e. C'est ça. Et qui a toujours, je crois, le maillot du meilleur jeune. Donc, c'est ça. Il s'est passé plein d'affaires dans ces dernières étapes-là. Puis là, c'est pas fini. Parce qu'on en a encore pour plusieurs jours à regarder ça. J'ai envie de vous demander l'étape que vous attendez dans les prochains jours, mais en même temps, je sais pas trop. Je pense, je sais. On va faire ça sur nos réseaux sociaux, puis sur notre page Facebook, puis page Twitter de Radio Bidon, puis on taguera nos amis de Flowbike qui vous présentent cet excellent épisode de Radio Bidon. Avec moi, David Desjardins, aujourd'hui, j'avais Audrey Lemieux et j'avais Charles Stiguier. Monsieur, madame, merci beaucoup. Audrey, prends ta journée de repos maintenant. On te fait travailler ta journée de repos. Non, j'aime ça, j'en ai avec vous autres. Merci d'être là. C'est vraiment super apprécié. Merci à vous toutes et tous d'être là à Radio Bidon comme d'habitude. On vous salue et à la prochaine.